Il est fin février 1991. Cela commence dans l'obscurité et le silence. Non pas le silence de la paix, mais le silence numérique froid d'un réseau mort. Dans un bunker renforcé profondément sous Moscou, dans les derniers mois de l'Union soviétique, l'air est épais de fumée de tabac rassis et d'une nouvelle terreur inconnue. Le général Mikhail Moïseïev, le chef au visage de granit de l'état-major général soviétique, fixe une carte qui n'a plus de sens. Pendant des semaines, lui et ses analystes avaient observé la campagne aérienne menée par la coalition américaine contre leur État client, l'Irak. Ils avaient observé avec un détachement professionnel, sinon arrogant. La doctrine soviétique, la doctrine inculquée à la garde républicaine irakienne, était construite pour absorber un tel coup. La puissance aérienne, croyait-il, était un scalpel, non pas une faux. Elle pouvait harceler, elle pouvait retarder, mais elle ne pouvait pas anéantir une armée retranchée préparée. La vraie guerre, la guerre terrestre, serait un broyeur de viande sanglant. Les Américains, avec leur force de volontaires entièrement inexpérimentés, seraient de piéger dans un bourbier. Les chars T-72 soviétiques, les véhicules de combat d'infanterie BMP et le réseau en couche des systèmes de défense aérienne soviétiques exigeraient un prix en sang que l'Occident n'était pas disposé à payer. C'était la théorie. C'était le consensus. Le 24 février 1991, cette théorie a été vaporisée. Les premiers rapports ont été écartés comme du brouillard de bataille, puis comme de la panique, puis comme des mensonges purs et simples. La guerre terrestre, dont le nom de code était Sabre du désert, était censée durer des semaines. Elle a duré 100 heures. C'est le mystère. Non pas un seul événement impossible, mais 100 heures d'événements impossibles, en cascade continue. Les téléscripteurs du bunker de Moïseïev, qui crépitaient avec des rapports des agents du renseignement militaire soviétique dans la région, ont commencé à peindre une image non pas d'une guerre, mais d'une possession. Des divisions entières de l'armée irakienne, autrefois la 4e plus grande du monde, n'étaient pas seulement vaincues, elles étaient effacées. Une interception de signal d'un commandant de corps irakien paniqué à Bagdad, capturé par un poste de renseignement de signaux soviétiques en mer Noire, devient une légende au sein du GRU. Le commandant crie. Il rapporte que ces colonnes de chars T-72 sont en feu, non pas sous le feu, non pas en engagement avec l'ennemi, simplement en feu. Il rapporte que le ciel bourdonne. Il dit que ses hommes s'enfuient. Il demande des ordres. Il n'en reçoit aucun. Sa transmission est interrompue par un son qui n'est pas une bombe, mais un cri électronique aigu suivi de parasites. L'état-major général soviétique est un corps de pragmatistes. Ce sont des maîtres de la logistique, des chiffres, de la guerre scientifique, et les chiffres qu'ils recevaient n'avaient aucun sens. Ils ne correspondaient pas. Les Américains, selon le renseignement soviétique, avaient lancé leur assaut terrestre avec une stratégie de crochet à gauche, une manœuvre d'encerclement massive profonde dans le désert. C'était une opération de bataille profonde de style soviétique classique. Les Irakiens auraient dû la voir venir. Leurs radars, leurs patrouilles, leurs propres unités de reconnaissance fournies par les Soviétiques. Ils n'ont rien signalé. Le 7e corps américain et le 18e corps aéroporté, des centaines de milliers d'hommes et des milliers de véhicules blindés s'étaient déplacés sur des centaines de kilomètres à travers le désert ouvert et avaient simplement surgi sur le flanc des Irakiens comme une armée fantôme émergeant du brouillard. Comment ? Comment se sont-ils déplacés si vite ? Comment ont-ils coordonné dans le désert vide, sans trait distinctif, la nuit dans une tempête de sable ? La doctrine soviétique, malgré toute sa puissance, était un système lourd de haut en bas. Elle nécessitait des cartes, des horaires et des lignes de phase rigides. Les Américains opéraient avec une vitesse et une flexibilité qui semblaient défier les lois mêmes de la science militaire. Les rapports de l'air étaient encore plus terrifiants. Le système impénétrable de défense aérienne irakien, un réseau dense de batteries de missiles soviétiques SA-6 Gainfuel et SA-8 Gecko, liés au système français Roland, un système que les conseillers soviétiques avaient aidé à concevoir, avait été aveuglé. Non pas seulement supprimé, mais systématiquement chassé et démembré. Dans les premières nuits de la guerre aérienne, les pilotes irakiens volant des avions MiG-29 avancés signalèrent des signaux fantômes sur leurs radars. Ils verraient un avion américain F-15 plonger pour engager et leur radar disparaîtrait simplement. Pouf! Leurs écrans se rempliraient de parasites et quelques instants plus tard, un missile qu'ils ne voyaient pas venir déchirerait leur avion. Ce n'était pas la guerre, c'était de la sorcellerie électronique. Ce n'est pas seulement une analyse militaire
pour les hommes de ce bunker de Moscou. C'est une crise existentielle. Si vous voulez comprendre la nouvelle dimension de la guerre que les soviétiques étaient en train de témoigner et soutenir la recherche qui entre dans ces plongées profondes, envisagez de vous abonner à Cold War Impact. Nous sommes dédiés à la chronique de ces moments décisifs qui changent le monde. L'horreur véritable, le mystère central qui glaçait le sang de l'état-major général soviétique, n'était pas la défaite d'un allié. C'était la manière de cette défaite, c'était la réalisation que tout le complexe militaro-industriel soviétique, une machine qui avait consommé près d'un quart du PIB de la nation, pendant 5 décennies, avait construit une armée conçue pour combattre la dernière guerre. Les Américains, semblait-il, combattaient la prochaine. Le matériel qui brûlait maintenant dans le désert du Koweït était exactement le même matériel qui défendait les frontières du pacte de Varsovie. Le char T-72 était l'épine dorsale de l'armée rouge. Le véhicule de combat d'infanterie BMP était son char de fer. La doctrine de l'armure masquée et de la défense aérienne en couche n'était pas seulement une stratégie. C'était une religion d'État, et les Américains venaient de prouver qu'elle était une fausse foi. Les analystes de Moscou se sont précipités. Ils ont cherché une explication. Était-ce une nouvelle arme secrète, un nouveau type de rayon de la mort ou de faisceau d'énergie? Les rapports des soldats irakiens en fuite étaient remplis de terreurs superstitieuses. Ils parlaient d'anges de la mort qui fondèrent de la nuit. Ils parlèrent de chars invisibles qui les tuaient de kilomètres de distance, bien avant que les équipages irakiens ne puissent même voir une cible. Ils chuchotaient à propos de la pluie d'acier des munitions en grappe qui tombaient d'un ciel dégagé et chassaient leur armure, cherchant la chaleur de leur moteur. Mais le symbole le plus puissant, le plus glaçant de cette nouvelle guerre impossible était encore à venir. Alors que la débâcle commençait, des dizaines de milliers de soldats et de véhicules irakiens en retraite fuyaient vers le nord depuis la ville du Koweït le long d'une route à 6 voies, l'autoroute 80. Ils étaient dans une panique totale et désorganisée, un mélange de voitures civiles volées, d'autobus et de l'élite de l'armure de la garde républicaine. Ils étaient piégés, ils étaient exposés. Et ils étaient sur le point de devenir un laboratoire. Pendant 10 heures sous un ciel sombre, la puissance aérienne américaine a été déchaînée sur cette colonne, non pas avec la force brute des bombardements massifs, mais avec une précision industrielle terrifiante. Ce n'était pas une bataille, c'était une moisson. Quand le soleil s'est levé le 27 février, les premières images satellites ont commencé à arriver à Moscou. Les analystes du siège du GRU ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Les images n'étaient pas d'une autoroute, c'était celle d'un cimetière. 2000 véhicules entassés pare-choc contre pare-choc, incinérés, des chars avec leurs tourelles soufflées complètement, des camions fondus dans l'asphalte. Cela a reçu un nom des médias, l'autoroute de la mort. Pour les hommes de Moscou, c'était quelque chose de bien plus terrifiant. C'était un message, c'était une démonstration. Le mystère n'était plus si les Américains peuvent combattre. Le mystère était quel est ce système qui leur permet de tout voir, de tout frapper et de tuer à volonté sans même être touché. La guerre froide, ont-ils soudainement réalisé, n'était pas une impasse. C'était un échec et mat qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et la chasse pour savoir comment les Américains avaient construit cette machine irrésistible, ce nouveau dieu de la guerre, venait de devenir l'enquête la plus désespérée de l'histoire soviétique. L'autoroute de la mort n'était pas seulement une catastrophe militaire. C'était un vide intellectuel. C'était un problème pour lequel l'état-major général soviétique n'avait aucune équation. Dans les semaines suivant la guerre de 100 heures, l'appareil de renseignement et scientifique militaire du Kremlin a lancé une enquête frénétique et désespérée. C'était une autopsie non seulement de l'armée irakienne, mais potentiellement de la leur. Le premier instinct était le déni. C'était le blâme. Lors de sessions à huis clos de la Stavka, l'état-major général, les rapports initiaux ont été déchirés. Les maréchaux, des hommes qui avaient construit leur carrière sur l'arithmétique dure, des colonnes de chars et de la saturation d'artillerie, ont pointé du doigt vers leurs clients. Les Irakiens étaient indisciplinés. Ils étaient mal entraînés. Ils étaient tactiquement incompétents. Ils n'avaient pas employé correctement la doctrine de bataille profonde de style soviétique. Un flot d'ordre a été envoyé. Les résidents du GRU et du KGB, à travers le Moyen-Orient et l'Europe, ont reçu une directive de priorité absolue unique, acquérir toute donnée liée à l'opération Sabre du désert américain. Ils devaient interroger tous les commandants irakiens survivants qu'ils pouvaient retrouver, soudoyer tout officiel de la coalition et voler tout fragment de données techniques.
Au même moment à Moscou, les conseillers militaires soviétiques qui avaient été attachés aux unités irakiennes, des hommes qui avaient fui avec les restes de l'armée, ont été amenés à des composés sécurisés à l'extérieur de la ville. Ils n'ont pas été traités comme des invités. Ils ont été interrogés. Ces débriefings étaient des exercices de futilité et de terreur. Les officiers soviétiques, beaucoup d'entre eux vétérans de l'Afghanistan, étaient secoués. Ils ont décrit une guerre qui ne suivait pas les règles. Ils ont parlé des hélicoptères d'attaque américains, les Apaches. Un colonel soviétique, un expert en chars, a rapporté d'une voix tremblante que son bataillon de chars, T-72 irakien, retranché dans une position défensive, a été arraché un par un. Il l'a décrit comme un stand de tir. Les Américains, a-t-il insisté, tiraient à des distances de 4, peut-être 5 km. C'était impossible. La portée effective du canon principal du T-72 était de 2000 mètres, peut-être 3000 avec le missile AT-11 Sniper. Mais les Américains ne tiraient pas des obus de chars. Ils tiraient des missiles qui semblaient se guider eux-mêmes, des missiles qui frappaient l'armure supérieure la plus faible du char T-72. Les équipages irakiens, a-t-il dit, ne voyaient jamais même l'ennemi. Ils seraient en train de fixer leur viseur thermique sur une parcelle vide du désert, et une seconde plus tard, leur tourelle serait en l'air. C'était le premier fantôme, l'hélicoptère invisible qui tuait au-delà de l'horizon. Les pilotes avaient des histoires encore plus terrifiantes. Les rares as irakiens qui avaient survécu à des rencontres avec l'avion F-15 Eagle de l'USAF étaient presque incohérents. Ils parlaient d'un mur de bruit électronique. Ils décollaient de leur avion MiG-29 avec son puissant radar balayant le ciel. Ils ne voyaient rien. Leur radar de contrôle au sol, les yeux de tout le système de défense aérienne, ne voyaient également rien. Puis leur système d'avertissement du cockpit s'illuminait. Un ton de verrouillage de missiles criait dans leurs oreilles. Mais d'où ? Il n'y avait pas de bogey sur le radar. Aucun contact visuel. Le ciel était vide. Un pilote irakien formé en Union soviétique a décrit l'expérience. « Quote, zéro », a-t-il dit à son débriefeur du GRU. « Quote, in ». J'ai regardé vers le haut, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, rien. Et puis j'ai vu la traînée de fumée, non pas vers moi, mais de moi. Mon ailier venait d'exploser. Il n'a jamais dit un mot. J'ai plongé. J'ai couru. Je n'ai pas combattu. J'ai juste couru. Cette histoire et d'autres comme elle ont commencé à construire une légende, un croque-mitaine. À l'intérieur des bureaux techniques, les scientifiques et les ingénieurs se sont penchés sur les photos satellites de l'autoroute de la mort. Ils ont analysé les fragments d'ordonnances américaines récupérés par les équipes Spetsnaz, qui s'étaient infiltrées secrètement sur le champ de bataille après le cessez-le-feu. Leur première conclusion était que les Américains avaient réalisé une domination informationnelle totale et parfaite. C'était un concept terrifiant. La doctrine soviétique était hiérarchique. Les ordres coulaient de haut en bas. La doctrine américaine, semblait-il maintenant, était un réseau. Chaque soldat, chaque char, chaque pilote, chaque satellite était un nœud dans un seul vaste cerveau interconnecté. Les analystes soviétiques ont commencé à développer des théories erronées. Théorie 1, le super bombardier furtif. Le GRU était déjà conscient du chasseur furtif F-17 Nighthawk américain. Ils avaient vu des photos granuleuses, mais l'ampleur de la destruction des bunkers de commandement et de contrôle irakiens suggérait quelque chose de plus. Ils ont émis l'hypothèse de l'existence d'un nouveau bombardier stratégique invisible, un appareil qui pourrait rester en vol stationnaire au-dessus de Bagdad lui-même, immunisé contre le radar, larguant des bombes guidées par laser en toute impunité. Ils recherchaient un nouvel avion, un projet Aurora ou quelque chose de similaire. Convaincus qu'un seul avion à balles d'argent était la clé, ils recherchaient la chose, pas le système. Théorie 2, l'arme électronique satanique. Les rapports d'écran radar blanc et de signaux fantômes ont conduit la branche de renseignement technique Linux du KGB à une conclusion horrifiante. Les Américains avaient déployé une nouvelle forme de guerre électronique qui n'était pas seulement du brouillage, mais était activement invasive. Ils ont théorisé que les avions EA-6B Prowler et EF-11 Raven n'aveuglaient pas seulement les radars soviétiques, mais les pirataient en temps réel. Ils croyaient que les Américains pouvaient insérer de faux objectifs, effacer les vrais et même envoyer de fausses commandes aux batteries de missiles. Cela frôlait la science-fiction, mais c'était la seule explication logique
pour savoir comment un système si dense, si stratifié, pouvait être rendu complètement sourd et aveugle. Théorie 3, le rayon de la mort basé dans l'espace. C'était la plus paranoïaque et la plus secrète des théories. Dans la recherche frénétique d'une explication pour les chars prélevés, certains analystes de haut niveau des forces de fusée stratégiques ont commencé à se demander si l'initiative de défense stratégique, Guerre des Étoiles, avait été un mensonge. Non pas qu'il s'agissait d'un bouclier défensif, mais qu'il s'agissait d'une couverture pour une plateforme d'armes spatiales offensive. Les Américains utilisaient-ils des faisceaux de particules ou des lasers de haute puissance depuis l'orbite? Les anges de la mort n'étaient-ils pas du tout des hélicoptères, mais des faisceaux d'énergie du ciel? Cette théorie a été rapidement rejetée par les pragmatiques, mais le simple fait qu'elle ait été discutée dans des mémorandums classifiés montre le niveau de panique pur et simple. L'enquête n'allait nulle part. Elle produisait des mythes, pas des réponses. Les maréchaux à Moscou recherchaient une réponse simple. Ils recherchaient un schéma qu'ils pouvaient copier, une technologie qu'ils pouvaient voler, une contre-mesure qu'ils pouvaient concevoir. Ils voulaient construire un meilleur radar, un missile plus rapide, un char plus épais. Mais les preuves de l'autoroute de la mort pointaient vers une conclusion bien plus terrible. Le problème n'était pas la qualité du matériel soviétique. Le problème était la philosophie qui le sous-tendait. Les Américains avaient construit un système qui rendait leur matériel sans importance. L'avion F-5 était une conception vieille de 30 ans. Le bombardier B-52 était une conception vieille de 50 ans. Mais en 1991, connectés à ce nouveau réseau de technologies impossibles, ils accomplissaient des tours de magie. Et la plus impossible de ces technologies, celle qui a véritablement permis toute la guerre terrestre, n'était pas une arme du tout. Les soviétiques n'avaient pas de nom pour cela. Ils n'avaient pas de contre-mesure pour cela. Ils savaient à peine que cela existait. C'était un signal faible, impossiblement précis, émis par une constellation de satellites. Un signal qui indiquait à chaque char américain, à chaque soldat et à chaque bombe, sa localisation exacte sur Terre au mètre près. Les soviétiques maîtrisaient la carte et la boussole. Les Américains, il s'avérait, avaient inventé un nouveau dieu, le dieu du temps. Et ce nouveau dieu leur indiquait exactement où se trouvaient les chars T-72, même dans l'obscurité, même dans une tempête de sable. L'enquête a échoué parce que les enquêteurs posaient les mauvaises questions. Ils recherchaient un fantôme, un seul spectre, alors qu'ils auraient dû regarder toute l'architecture invisible de cette nouvelle façon américaine de faire la guerre. Tandis que les maréchaux à Moscou chassaient les fantômes dans les photos satellites, la réponse n'était pas cachée dans un seul fuselage secret ou un nouveau type de faisceau de particules. La réponse était cachée à la vue de tous, dans une série d'idées logiques, méthodiques et révolutionnaires qui avaient germé dans les réservoirs de réflexion américains et les ateliers secrets pendant plus de 2 décennies. L'armée américaine, qui est entrée dans la guerre du Golfe en 1991, n'était pas la même armée qui avait quitté le Vietnam en 1973. L'humiliation de cette défaite, l'embargo pétrolier de l'OPEP et la supériorité numérique imminente du pacte de Varsovie avaient forcé un règlement brutal. Les États-Unis savaient qu'ils ne pourraient jamais à nouveau mener une guerre d'usure. Ils ne pourraient jamais égaler l'Union soviétique char pour char ou homme pour homme. Alors, ils ont décidé de changer les règles. Ils ont décidé de remporter une guerre de l'information. La solution américaine n'était pas une seule arme. C'était un écosystème de technologies conçu pour faire 3 choses. Voir tout, aveugler l'ennemi et partager cette information à la vitesse de la lumière. Le changement de perspective ne commence pas dans un désert, mais dans les laboratoires calmes et stériles de l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, ou DARPA. Dans les années 1970, alors que les ingénieurs soviétiques boulonnaient une armure plus épaisse sur leurs chars T-72, les ingénieurs américains résolvaient un problème bien plus complexe, la synchronisation. Comment faire en sorte qu'une armée entière se déplace comme une seule? La réponse était le système de positionnement mondial ou GPS. C'était un projet qui semblait sortir de la science-fiction. Le plan était de lancer une constellation de 2 douzaines de satellites en orbite terrestre moyenne, une toile d'horloges atomiques dans le ciel. Leur seul but était de diffuser un signal horaire continu, impossiblement précis. Pour le soldat américain, c'était un miracle. Pour la première fois dans l'histoire, un commandant de char, un parachutiste ou un capitaine de navire pouvait regarder un petit récepteur numérique, un poignard ou une boîte PLGR et connaître sa localisation exacte sur la planète à tout moment, par tous les temps, jusqu'à la largeur d'une petite pièce. Les soviétiques
maîtres de la carte et de la boussole, avaient perfectionné la guerre en 2 dimensions. Les Américains venaient de maîtriser la 4e dimension, le temps. Cette seule technologie tranquille était la goupille de sécurité du crochet de gauche. Tandis que les analystes soviétiques supposèrent que les Américains devaient avoir utilisé des cartes, des lignes de phase et des préparations logistiques massives, la vérité était bien plus élégante. Les chars du 7e noyau ne naviguaient pas dans le désert vide. Ils étaient attirés vers leurs objectifs par ce signal invisible de l'espace. Ils pouvaient se déplacer à pleine vitesse de combat la nuit, à travers une tempête de sable aveuglante et savoir précisément où ils étaient, où était leur ailier et où était l'ennemi, qui était complètement, totalement perdu. C'était ce système qui permettait à un corps aéroporté entier de sauter par-dessus une division de la garde républicaine. C'était ce système qui permettait aux batteries d'artillerie de tirer et de se déplacer avec une précision chirurgicale, ne tirant jamais sur un allié. C'était le dieu du temps et cela rendait possible la guerre terrestre de 100 heures. Mais savoir où vous êtes n'est que la moitié de la bataille. Les Américains devaient aller savoir où se trouvait l'ennemi. Tandis que les Soviétiques théorisaient sur un nouveau bombardier invisible, ils n'avaient que partiellement raison. Le F-17 Nighthawk, que l'équipage avait nommé en code Mogulchik, Fossoyeur, n'était pas un bombardier au sens traditionnel. C'était un outil chirurgical. C'était la balle d'argent conçue pour tirer dans le cerveau de l'ennemi. Né au légendaire Lockheed Skunk Works à Burbank, en Californie, le F-17 était moins un avion et plus une collection de panneaux plats absorbant les radars qui se trouvaient de dévoler. Sa conception était un triomphe de la physique et de la modélisation informatique sur l'aérodynamique. Il était instable, difficile à piloter et ne pouvait voler qu'à des vitesses subsoniques. Mais il pouvait faire une chose qu'aucun autre avion sur Terre ne pouvait faire. Il pouvait devenir un fantôme. La première nuit de la tempête du désert, 36 avions F-17 ont décollé. Leurs cibles n'étaient pas des colonnes de chars ou des aérodromes. Leurs cibles étaient les nœuds du système de défense aérienne irakien, les bunkers de commandement et de contrôle, les centres radars centraux, les commutateurs de communication. Tandis que les conseillers soviétiques à Bagdad se terraient dans leurs abris, les pilotes d'avions F-17, volant en toute impunité au-dessus de la ville la plus fortifiée de la Terre, démembraient méthodiquement le réseau. Ils ont largué des bombes guidées par laser de 2000 livres directement dans les conduits de ventilation du quartier général de Saddam. Ils ont vaporisé les centres d'opération sectoriels qui reliaient les centaines de batteries de missiles SA-6 et SA-8 de fabrication soviétique. Quand les opérateurs radars irakiens, fixant leurs écrans vides, ont soudainement appris que leur commandement central était un cratère, tout le réseau impénétrable s'est effondré. Le F-17 n'avait pas combattu le système de défense aérienne. Il l'avait assassiné dans son sommeil. Il a enfoncé la porte pour que le reste de l'armée de l'air, les F-15, F-16 et B-52, puissent entrer et terminer le travail. Cela expliquait les pilotes aveuglés. Cela expliquait les écrans radars silencieux, mais cela n'expliquait pas l'autoroute de la mort. Cela n'expliquait pas les chars prélevés. Cela nécessitait la pièce finale et peut-être la plus révolutionnaire du puzzle. C'était un avion d'apparence maladroite, un avion de ligne Boeing 707 modifié avec un énorme canot de 30 pieds de long suspendu sous son ventre. Il n'avait pas de canon, pas de missiles, pas de bombes. C'était le E-8 Joan Stars et c'était l'arme la plus redoutée de l'arsenal américain, même s'il n'avait jamais tiré un coup. Joan Stars signifiait système de radar, de surveillance et d'attaque d'objectifs conjoints. Ce nom terne cachait une capacité terrifiante. Le canot sous l'avion abritait un radar à réseau phasé, si puissant qu'il pouvait balayer une zone de 20 000 milles carrés de terrain, une zone de la taille d'un petit pays, et suivre chaque véhicule en mouvement à l'intérieur. C'était l'œil qui voit tout. Tandis que les avions F-17 tuaient le cerveau et que les satellites GPS guidaient le corps, les avions Joint Stars regardaient. Volant en orbite sûre à des centaines de milles du front, les opérateurs à l'intérieur du E-8 pouvaient regarder en temps réel un bataillon de chars T-72 irakien démarrer ses moteurs. Ils pouvaient voir le convoi de camions essayant de ravitailler une unité de première ligne. Ils pouvaient voir la retraite paniquée se former sur l'autoroute 80. Et l'avion Joint Stars n'était pas seulement un œil, c'était le cerveau. C'était un réseau. Les opérateurs sur le G-Star voyaient les chars irakiens se déplacer. Ils transmettaient instantanément ces coordonnées par liaison de données, non pas par un appel vocal lent et crépitant, mais par une rafale numérique vers d'autres plateformes.
La première était le E-3 AWACS, le système d'alerte et de contrôle aéroporté. Le AWACS, à son tour, regarderait les avions F-15 U-Strike Eagle sous son contrôle, verrait lequel avait le meilleur angle et les bonnes munitions, et transmettrait numériquement l'objectif. Le pilote du F-15E n'aurait pas à chasser. Il n'aurait pas à chercher. Il verrait simplement un objectif apparaître sur sa carte de cockpit, pré-vérifié et pré-approuvé. La deuxième plateforme, et celle qui terrifiait tellement les tankistes irakiens, était l'hélicoptère d'attaque AH-64 Apache. L'Apache était un tueur de chars volants, mais son vrai pouvoir était son TADS, un site d'acquisition et de désignation d'objectifs. C'était un globe sur son nez qui combinait l'imagerie thermique avec un désignateur laser. Voici comment la magie s'est produite. L'impossibilité que le colonel soviétique ne pouvait pas comprendre. Un G-Stars à 50 milles de distance voit un char T-72. Il transmet l'objectif par liaison de données à un hélicoptère Apache lurking à 5 milles du char, caché derrière une dune de sable. L'équipage de l'Apache ne voit même jamais le char de ses propres yeux. Ils asservissent simplement leurs TADS aux coordonnées du G-Stars. Une boîte verte apparaît sur leur écran thermique. Le canonnier appuie sur un bouton, tirant un missile Hellfire. Ce missile était l'ange de la mort. C'était tiré et oublié. Le missile volerait haut, puis plongerait, frappant le T-70. L'armure supérieure mince des chars. L'Apache serait partie avant même que les explosions secondaires des équipages irakiens ne soient terminées. C'était le système des systèmes. C'était l'ingéniosité américaine. C'était le satellite GPS parlant aux G-Stars, parlant aux AWACS, parlant à l'Apache, parlant au missile Hellfire. L'autoroute de la mort n'était pas une bataille. C'était le résultat logique, systématique et inévitable de ce réseau. Le G-Stars a vu la colonne se former. Le AWACS a déconflicté l'espace aérien et puis pendant 10 heures, 10 avions Warthog, avions F-15 E-Strike Eagle et avions F, divisés par A-18 Hornet, ont été alimentés par un flux constant et ininterrompu d'objectifs comme sur un tapis roulant. C'était une moisson rendue possible par une domination informationnelle complète, totale et terrifiante. Les Soviétiques avaient construit une meilleure lance. Les Américains avaient construit un système nerveux central. Le choc n'est pas arrivé à Moscou comme une révélation explosive unique. Il ne venait pas d'un transfuge de haut niveau avec une mallette pleine de plans. Il est venu comme un effondrement intellectuel au ralenti, alors que le GRU et les instituts scientifiques soviétiques assemblaient finalement patiemment la mosaïque de leur propre obsolescence. L'affrontement n'était pas une bataille. C'était un rapport. À l'été 1991, des mois après la guerre et seulement quelques mois avant que l'Union soviétique elle-même cesse d'exister, une évaluation classifiée finale a été remise au bureau du maréchal Dmitri Yazov, le ministre de la Défense. Ce n'était pas une analyse rapide d'officiers du champ de bataille, c'était une analyse consolidée du NI4, le 4e institut de recherche scientifique du ministère de la Défense, l'organisme responsable de l'analyse de la technologie militaire étrangère. Ce rapport était la révélation. C'était le moment où le fantôme dans la machine a finalement reçu un nom, ou plus précisément, une liste de noms. La première conclusion du rapport, et la plus dévastatrice, était que l'Union soviétique avait fondamentalement mal compris l'initiative de défense stratégique américaine, ou guerre des étoiles. Les analystes ont maintenant déclaré avec une certitude glaçante que la véritable guerre des étoiles opérationnelles n'était pas un fantasme de laser, basé dans l'espace destiné à arrêter les missiles nucléaires. La véritable guerre des étoiles était le GPS. C'était le moment du choc. C'était une réalisation académique profonde et profondément terrifiante. Les Américains avaient déjà construit leur système militaire, basé dans l'espace, et ce n'était pas défensif. C'était un réseau de soutien offensif. L'ensemble de l'armée soviétique, de ses ICBM à ses divisions de chars, reposait sur une compréhension terrestre du monde. C'étaient des guerriers de la carte et de la boussole. Les Américains étaient devenus des guerriers de la carte et du satellite. Le rapport du NI4 détaillait pour la première fois comment le système de positionnement mondial n'était pas seulement une aide à la navigation. C'était un multiplicateur de force d'un pouvoir quasi mythique. C'était la technologie impossible qui permettait aux 7 éléments principaux d'effectuer le crochet de gauche dans une tempête de sable. C'était la technologie impossible qui permettait à l'artillerie américaine de tirer avec une précision chirurgicale, de délivrer une seule salve et de se déplacer avant que le radar de contre-batterie soviétique puisse même obtenir un verrouillage. C'était la technologie impossible qui permettait à un bombardier B-52,
une cellule de 50 ans, de larguer des bombes non guidées avec la précision d'une bombe intelligente, simplement en sachant exactement où il se trouvait dans l'espace au moment du largage. Les maréchaux étaient horrifiés. Ils avaient passé une décennie et des milliards de roubles à développer des contre-mesures à un bouclier spatial américain hypothétique, tandis que les Américains avaient réellement déployé un système qui rendait toute leur armée terrestre conventionnelle obsolète. La deuxième révélation du rapport était l'identification de l'œil qui voit tout. Les analystes avaient recoupé les sorties, les interceptions de signaux et les données satellitaires. Ils ont isolé le U-8 Joint Stars. Ils comprenaient maintenant ce que c'était. Ce n'était pas seulement un avion radar. C'était une plateforme de gestion de bataille. Ce concept était étranger à la doctrine soviétique. Dans l'armée rouge, l'homme sur le terrain combattait, et le général dans le bunker commandait en fonction de rapports qui avaient des heures ou même des jours de retard. Les Américains, a conclu le rapport, avaient fusionné le général et le soldat. Le G-Stars était un général dans le ciel qui non seulement regardait le champ de bataille, mais l'orchestrait en temps réel. Ceci, a déclaré le rapport, était le secret de l'autoroute de la mort. Ce n'était pas un environnement chaotique et riche en cibles, comme le décrivaient les médias occidentaux. C'était une déconstruction méthodique et systématique. Les opérateurs du G-Stars étaient eux les chefs d'orchestre, et les avions F-15E, A-10 et Apache étaient dans l'orchestre. Le G-Stars identifiait les cibles de haute valeur, les chars T-72, les batteries de défense aérienne, et les assignait aux tireurs. C'était ce système de systèmes qui a finalement brisé l'esprit des analystes soviétiques. Ce n'était pas le F-17, ce n'était pas l'hélicoptère Apache, ce n'était pas le GPS. C'était le réseau qui les liait tous ensemble, la liaison de données. Un pilote de MiG-29 soviétique était un loup solitaire guidé par un contrôleur humain, faillible au sol. Un pilote F-15 américain était un nœud. Il était connecté à l'AWACS, qui était connecté au G-Stars, qui était connecté au GPS. Le pilote américain avait l'omniscience d'un dieu. Le pilote soviétique volait à l'aveugle. Le choc était total. L'enquête s'était terminée par une vérité horrifiante. L'armée rouge était un colosse, un géant d'acier et de muscles, mais elle était stupide. C'était une brute décentralisée et désorganisée. L'armée américaine, en contraste, était un organisme plus petit et plus agile, mais elle avait un système nerveux central unique, brillant et éclair. La réponse futile avait déjà commencé avant même que le rapport ne soit finalisé. Contre-mesure 1, la chasse à la furtivité. Le commandement de la défense aérienne soviétique, PVO, a été jeté dans la panique par le F-17. Ils avaient dit de passer des décennies à construire le réseau de défense aérienne le plus dense, le plus stratifié et le plus sophistiqué du monde. Conçu pour détecter les bombardiers volants hauts et rapides comme le B-52 et le BN, le F-17 a prouvé que la vitesse et l'altitude n'avaient pas d'importance. Seule la signature comptait. Les ingénieurs soviétiques, dans un programme de crash désespéré, ont commencé à sortir leurs anciens manuels techniques. Ils ont réalisé que leurs anciens radars à ondes longues, le P-12 Spoonrest et le P-18 Spoonrest-D, étaient théoriquement capables de voir le F-117. Ces radars à basse fréquence n'étaient pas assez précis pour guider un missile, mais ils pouvaient détecter une tâche, là où les radars de ciblage à haute fréquence ne voyaient rien. La nouvelle doctrine était née du désespoir. Le P-18 repérerait la tâche et mettrait en réseau ces données à une batterie de missiles SA-10 Grumble, qui tirerait un missile dans la boîte en espérant une destruction. C'était un échec. C'était une machine de Rube Goldberg maladroite, lente et peu fiable. Les Américains, en contraste, étaient déjà bien avancés dans le développement de la génération suivante, le F-22 Raptor. Les Soviétiques essayaient de contrer un fantôme avec un filet, tandis que les Américains concevaient déjà un poltergeist. Contre-mesure 2, le tueur d'Apache. La pure terreur inspirée par l'AR-64 Apache et son missile Hellfire a envoyé les bureaux de conception de chars dans une frénésie. Le T-72, l'épine dorsale de l'armée, était un piège mortel. Sa faiblesse principale, un chargeur automatique carrousel qui stockait les munitions dans le compartiment d'équipage, signifiait que tout coup pénétrant, en particulier d'une attaque de haut en bas, détonnerait instantanément le char entier, vaporisant l'équipage. La solution était une série de solutions additionnelles. Les ingénieurs se sont dépêchés de concevoir le Contact 5, une nouvelle génération d'armures réactives explosives, ERA. C'étaient des briques d'explosifs boulonnés aux chars conçus pour détonner vers l'extérieur lorsqu'elles étaient frappées, perturbant le jet de plasma du missile entrant. C'était un correctif. C'était un pansement sur une artère sectionnée.
Cela rendait le char plus lourd, plus lent, et ne résolvait rien au problème fondamental. L'Apache pouvait toujours voir le char T-72 à 8 km de distance, tandis que le char T-72 ne pouvait rien voir. La réponse soviétique était d'ajouter plus d'armure. La solution américaine avait été de transcender l'armure. Contre-mesure 3, le brouilleur GPS. La réponse la plus futile était au dieu de la guerre. Le GRU comprenait que le GPS était la goupille de sécurité. Ils ont chargé leur division de guerre électronique de développer de puissants brouilleurs montés sur camions. Les systèmes Smelch, Daredevil et R330 ont été précipités en production, conçus pour diffuser un mur de bruit blanc sur les fréquences GPS, aveuglant les récepteurs américains. C'était un échec systémique complet, ils avaient raté le point. Les Américains, anticipant cela, avaient déjà conçu le système pour être redondant. Le signal GPS avait deux codes, le code civil CA et le code militaire crypté et résistant au brouillage PI. De plus, les chars et les avions américains n'utilisaient pas seulement le GPS. Ils utilisaient un système de navigation inertielle, INS, une série de gyroscopes et d'accéléromètres qui savaient où se trouvait le véhicule en fonction de son propre mouvement. Le signal GPS était simplement un correcteur. Il alignerait l'INS toutes les quelques secondes. Même si les soviétiques parvenaient à brouiller le signal pendant quelques minutes, une consommation d'énergie massive si le char américain saurait toujours où il se trouvait, avec une précision bien supérieure à celle de l'équipage du char T-72 soviétique qui était désespérément perdu, regardant une carte papier au milieu d'un désert. L'enquête était terminée. La vérité était sur la table. Chaque contre-mesure était trop peu, trop tard. L'Union soviétique avait construit une armée pour combattre la Deuxième Guerre mondiale à nouveau. Les Américains avaient reconstruit une armée pour combattre le XXIe siècle. L'autoroute de la mort n'était pas une bataille. C'était une révélation. C'était l'exécution publique d'une philosophie échouée. Les chiffres à la fin sont les plus brutaux. C'est le verdict final froid livré par l'arithmétique impitoyable de la guerre. La statistique tueuse de l'opération Tempête du désert n'est pas un seul chiffre, mais une cascade d'entre eux, chacun plus impossible que le dernier. Le premier est 100. La guerre terrestre, le grand broyeur de viande, que les soviétiques avaient assuré à leurs clients irakiens, durerait des semaines, peut-être des mois, était terminée en 100 heures. Une armée de plus d'un demi-million d'hommes avec des milliers de chars a été mise en déroute, encerclée ou détruite en un peu plus de 4 jours. Le suivant est le ratio de victoire RR. Les avions F-15 Eagle américains, dont beaucoup volaient des cellules construites dans les années 70, volaient avec une impunité totale. Ils ont abattu 38 avions irakiens à voilure fixe dans un combat aérien. Dans cette même campagne, 0 avions F-15 ont été perdus face aux chasseurs ennemis. Les pilotes de l'élite de l'armée de l'air irakienne entraînés par les soviétiques, volant les meilleurs avions MiG-29 et MiG-25 que Moscou pouvait fournir, n'ont pas seulement été vaincus. Ils étaient des proies. Puis il y a l'armure. Le décompte final est toujours débattu, mais le consensus est stupéfiant. Près de 4000 chars irakiens, la grande majorité d'entre eux, des modèles soviétiques T-72, T-62 et T-55, ont été confirmés, détruits ou capturés. En échange, le 7 corps américain a perdu un total de 36 chars M1A1 Abrams. Et même ce chiffre cache la véritable disparité horrifiante. De ces 36 chars américains perdus, pas un seul n'a été détruit par le canon principal d'un char irakien. La poignée de chars Abrams qui ont été mis hors de combat ont été victimes de tirs amis ou ont été intentionnellement sabordés après avoir été endommagés par des mines. Le char T-72 soviétique, le symbole de la puissance de l'armée rouge, l'arme de force brute qui était censée se frayer un chemin jusqu'au Rhin en 72 heures, s'était avéré être un cercueil de 4 millions de dollars. Son armure était incapable d'arrêter une munition sabot américaine. Son canon était incapable de pénétrer l'armure Shobam d'un M1. Son contrôle de tir, dépourvu des viseurs thermiques et des télémètres laser de l'Abrams, était aveugle. C'était le verdict. La machine de guerre soviétique était un tigre de papier. Cet échec militaire n'était pas un échec de courage, ou même de nombre. C'était un échec de philosophie. C'était le symptôme fatal final d'une maladie systémique plus profonde, la maladie centrale de l'économie soviétique. Le système soviétique était construit sur l'imitation. Le système américain était construit sur l'innovation. Tout au long de la guerre froide, le GRU et le KGB Line X
avaient réussi spectaculairement à voler du matériel américain. Quand les Américains ont construit la superforteresse B-29, les Soviétiques en ont volé une et l'ont rétroconçue boulon par boulon pour créer le Tupolev 24. Quand les Américains ont construit la première bombe atomique, les espions soviétiques ont volé les plans. Le complexe militaro-industriel soviétique était un photocopieur géant, puissant et efficace. Mais en 1991, ils ont appris une leçon terrifiante. On ne peut pas voler un réseau. On ne peut pas rétro-concevoir une philosophie. Le système de systèmes qui avait anéanti l'armée irakienne n'était pas construit sur l'acier, mais sur le silicium. Son vrai pouvoir n'était pas dans les bombes, mais dans les microprocesseurs qui les guidaient. La magie du G-Stars n'était pas dans son antenne radar, mais dans les logiciels avancés et les processeurs haute vitesse qui filtraient les données. La précision impossible du char M1 Abrams n'était pas dans son canon, mais dans son ordinateur balistique numérique. Et c'était la seule guerre que l'Union soviétique avait déjà irrémédiablement perdue. Tandis que l'armée américaine exploitait l'énergie explosive, chaotique et créative de la Silicon Valley, l'Union soviétique était enlisée dans un marécage technologique centralisé et descendant. Leur tentative de cloner l'ordinateur central IBM 360 dans les années 70 avait abouti à la série Riyad, une copie boguée, peu fiable et déjà obsolète. Ils avaient une décennie de retard, peut-être plus, par rapport à l'Occident en technologie des microprocesseurs. Ils ne pouvaient pas produire des puces microélectroniques haute vitesse en quantité. Ils ne pouvaient pas écrire de logiciels itératifs complexes. Toute leur structure de commandement était basée sur la radio analogique et les machines téléscripteurs. Tandis que les Américains transmettaient des paquets de données numériques à la vitesse de la lumière, les maréchaux soviétiques, malgré tout leur discours sur la bataille profonde et l'art opérationnel, étaient des guerriers analogiques dans un monde numérique. Ils avaient construit le plus grand, le plus lourd et le plus cher ordinateur analogique du monde, et l'autoroute de la mort était le résultat de sa connexion à un réseau numérique. C'était un boulier en compétition avec un superordinateur. Le rapport final qui a atterri sur le bureau du maréchal Yazov à l'été 1991 n'était pas seulement une autopsie militaire. C'était un mandat de mort pour l'ensemble de l'expérience soviétique. C'était la statistique tueuse qui a finalement prouvé, au-delà de tout doute, qu'un système qui étouffe l'innovation, qui craint la décentralisation et qui valorise l'imitation plutôt que l'invention, ne peut pas concurrencer. Les sommes énormes d'argent, un quart de leur produit intérieur brut entier, avaient été dépensés pour un mensonge. Ils avaient construit une armée de fantômes, une armée qui semblait terrifiante en défilé sur la place rouge, mais qui était technologiquement creuse. L'autoroute de la mort était le mystère qui s'était résolu lui-même. C'était l'épilogue de la guerre froide, écrit dans le feu et l'acier. Le grand choc que les Soviétiques avaient passé leur existence à redouter, la première frappe de l'Occident, était finalement venue. Mais ce n'était pas un essaim de bombardiers B-52 ou une vague de missiles Minuteman. C'était un signal. C'était une impulsion numérique tranquille émise par une constellation de satellites. Une impulsion qui disait « Vous êtes ici. L'ennemi est là et vous êtes trop tard ». Le mystère de l'autoroute de la mort était la réalisation que la guerre froide n'était pas un concours de chars, ou de missiles ou d'idéologie. C'était un concours d'information, et l'Union soviétique, une société fermée construite sur les secrets, la paranoïa et la suppression des données, était destinée à perdre. Le rideau de fer n'est pas tombé à cause d'un discours ou d'une protestation. Il a été rendu irrelevant par un réseau. Il a été rendu transparent, obsolète, et puis comme un fantôme sur un écran radar, il a simplement été supprimé.